Donc, on a un trio cette semaine pour le vert ou rouge. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Donc, commençons en parlant du Canadien, comme on le fait toujours pour le vert ou rouge. Les difficultés de Juraj Slavkovski, dont les gars parlaient tantôt, m'inquiètent davantage que celles de Kirby Dach en ce début de saison. Luc. Slavkovski a 20 ans. Dak a 3 ans de plus. Pour moi, c'est Kirby Dach vraiment qui m'inquiète pas mal plus que Juraj Slavkovski. On le voit partout, puis on l'a toujours dit, c'est extrêmement rare que tu vas être capable de faire un point par match à partir de 18, 19, 20 ans. Moi, ça ne me stresse pas. Je pense que le jeune aussi est assez autocritique de lui-même, parfois même trop. C'est peut-être là que Martin Saint-Louis doit avoir un rôle à jouer, mais dans le cas de Kirby Dach, c'est peut-être son attitude, moi, qui me fait dire l'inverse aussi, parce qu'on voit souvent de nonchalance devant les médias aussi. Sur la glace également, pour vrai, Kirby Dach commence sérieusement à m'inquiéter. J'aime les signes de frustration que je vois. Est-ce qu'ils sont bien placés ou ils pourraient-tu placer ça ailleurs? Moi, je pense que oui. Fait que pour moi, là, il y a sans nombre un doute, c'est Kirby Dach qui est le plus inquiétant dans les deux. De mon côté, je vais avec Val, je vais avec Juraj Slavkovski qui m'inquiète davantage. J'explique. Je crois que je suis quand même pas inquiet que Slavkovski va devenir un bon joueur, mais un peu comme les gars le mentionnaient dans le segment justement du plan de match, j'ai l'impression qu'on le voit, on voit de plus en plus qu'il va devenir un joueur complémentaire à un trio que le joueur sur lequel tu vas te fier. Donc, il y a peut-être ça qui a changé un peu par rapport, exemple, à l'an passé où on avait l'impression peut-être qu'il produisait un peu d'avantage et qu'en fin de saison, il parvenait justement à mener le trio sur lequel il jouait. Mais ce qui m'inquiète peut-être un peu, c'est plus en raison du salaire qui s'en vient pour les deux. Tu sais, Slavkovski, à partir de l'an prochain, c'est 7,6 de mémoire Ouais, prochain, 7,6. Ouais. son prochain salaire. Tandis que Dak, à partir de l'an prochain, il y a encore un salaire à 3,5. Puis si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. C'est plate. Là. À un certain point, on n'est pas lié à lui pour les prochaines années. Donc, autant je veux que ça fonctionne pour les deux, que Dak, je me dis, c'est un projet moins important pour le Canadien qu'un Juraj Slavkovski sur lequel tu as déjà misé pour les 8 prochaines saisons. Donc, je dirais, il y a peut-être juste cette partie-là que je me dis, il faut quand même, oui, je comprends qu'il est jeune, mais à partir de l'an prochain, il faut déjà qu'on voit une évolution et que son jeu progresse rapidement parce qu'il va être payé aussi en conséquence. Donc, c'est peut-être juste cette petite partie-là qui me tracasse un peu, mais c'est sûr, la raison pourquoi je choisis Slavkovski qui m'inquiète un peu plus, parce que Doug, je me dis, c'est plate, on le voyait gros, on espère que ça va fonctionner, mais si ça vient à être un échec, ben, au final, on aurait perdu un 13e au total et on le laisse partir, c'est tout. Julien. Ouais. J'ai dit rouge. Moi, je suis vraiment assez confiant. Puis, tu sais, il n'y a pas. Je l'ai jamais vu pas travailler. Ou presque. Tu sais, c'est pas comparativement à Dak qui se laisse beaucoup glisser. Tu sais. Euh, oui, prise de décision. Tu sais, il y a des petits trucs, là, puis on voit que c'est mental. Puis, tu sais, il y a 20 ans, puis c'est bien correct. Euh, Moi, je pense qu'il est capable de jouer comme l'année passée et un peu mieux pour beaucoup d'années. Fait que, tu sais, mettons que c'est un gars de 60 points, physique, bon le long des rounds. À 7,6 avec le cap qui monte, c'est correct. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, c'est nono, là, mais tu sais, avec le patin qu'il a, puis tu sais, les mains, puis la grosseur, puis tout, là, moi, je trouve un de ses. Puis je trouve que c'est un meilleur fabricant de jeu que le joueur que je vais vous nommer, mais moi, un comparatif que je pense que sa game devrait ressembler à ça, puis qu'il devrait regarder des clips de où c'est qu'il se place, puis comment il joue, c'est Chris Kreider. Moi, je pense qu'il peut devenir ce type de joueur-là. Puis à 7,6, à l'âge qu'il a, s'il fait 60 points, puis 30 buts pendant les 7-8 prochaines années, puis, tu sais, en série, un gars de même, c'est de l'or en barre. Là. Ben, moi, j'ai pas de problème avec son salaire. Puis, je suis confiant qu'il va aller au moins se mettre dans cette niche-là. Tu sais, il a fait 50 points l'année passée. Puis, ouais. Vas-y, Luc. Moi, je pense que je suis d'accord avec Julien sur tout. Moi, c'est juste pour revenir sur Dak. Je serais même pas surpris qu'un mec qui parte de Montréal, il fasse 50-60 points. J'ai comme l'impression, plus qu'on avance dans la saison, plus qu'on dirait que c'est un gars qui ne veut pas jouer ici. Je sais pas, je peux peut-être prêter des mauvaises intentions, puis c'est possible, mais c'est ce qui dégage dans le cas de Kirby Dak. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il ne veut pas être ici. Ben, écoute, C'est si c'est bizarre? vraiment ça, Ouais. il arrive d'un autre gros marché à Chicago, ça n'a pas fonctionné non plus. Tu sais, c'est plate, puis on a peut-être lancé la savette vite dans le cas de Chicago avec les blessures, mais ça reste quand même que si tu es rendu à ta troisième équipe, puis que les deux autres équipes, ça a comme plus ou moins bien fini, ben
là, à ce moment-là, il y a peut-être un problème d'attitude aussi qui serait en déficit. Ouais, puis, tu sais, pour lui, dans sa tête, on s'entend, c'est le meilleur moment en carrière. C'est une saison de 30 quelques points en 50 quelques matchs. Là, c'est sa meilleure saison. Là. Et c'est arrivé à Montréal. Quand il est arrivé à Montréal, il est capable de faire ça. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il a l'air d'un gars qui a peur de se blesser. Puis ça affecte tout le reste de sa game. Puis sa prise de décision. Puis là, moi, je trouve qu'il a l'air stressé de se faire. Ouais. On dirait qu'il évite les contacts, qu'il ne finit pas ses mises en échec. C'est peut-être juste aussi que ça roule dans sa tête vraiment négatif. Là. Clairement, mentalement, ça ne va pas. Mais ce qu'on y reproche en ce moment, c'est ce qu'on y reprochait à Chicago. Quand il est arrivé à Montréal, c'était un meilleur environnement. Il repartait à neuf. Je pense que ça lui a fait du bien mentalement. Puis ça lui a permis de prendre un step. Mais là, les blessures accumulées l'ont comme replacé. Je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un haut potentiel, ce que je suis en train de vous dire, mais qui est faible mentalement. Un peu comme Jeff Petrie. Tu sais, Jeff Petrie, c'est ce qu'on reprochait à Edmonton. Il était faible mentalement. Ça a donné qu'il était, il y avait chez Weber avec lui, puis il était bien supporté. Mais dès qu'on lui demandait d'avoir une chaise, un rôle qui était un peu trop, ben là, il devient vraiment mauvais. Tu sais, fait c'est comme Jeff Petrie, c'était le meilleur top 4, puis c'était le pire top 2. Fait que Dak, j'ai comme l'impression que mentalement, c'est fragile. Puis, tu sais, l'équipe autour ne joue pas bien non plus. Là. Je veux dire, il n'est pas tout seul. Tout le monde joue mal. Fait que, mais que j'ai l'impression qu'il y a quand même de quoi à faire. Mais ça m'inquiète quand même plus Dak de le voir aller que Slafkovský. À tout le moins, ce que ça confirme en ce moment, c'est que Dak ne sera probablement jamais meilleur que Suzuki ou le premier centre, comme plusieurs voulaient l'espéraient justement dans les dernières saisons. On voit qu'il y a quand même un monde entre les deux présentement. Deuxième barreau rouge, un peu différent de ce qu'on fait à l'habitude. Je vais vous montrer à l'écran deux formations. Donc, ça a été pensé par Bardown, donc le réseau, le second réseau, si on veut, à TSN. Et donc, c'est l'équipe milléniale contre l'équipe Gen Z. Donc, on voit un peu les deux formations et je vous demandais quelle équipe, en fait, vous choisiriez. Et on est unanime. On y va avec l'équipe, en fait, milléniale. Donc, Julien, évidemment, on s'entend, il y a l'expérience de ces joueurs-là, puis c'est une formation assez dure à battre sur papier. Là. Ben, moi, tu sais, il y a les positions clés. Je regarde la ligne de centre. Puis la ligne de centre au niveau two-way, puis rendre les autres meilleurs, j'aime mieux les millénials. Et l'expérience aussi. Après ça, parce que, tu sais, on s'entend, ils ont toutes pas de Coupe Stanley à droite, puis ils ont presque toutes des Coupes Stanley à gauche. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la défensive. Défensive à droite, Evan Bouchard, c'est pas tant un bon défenseur. C'est un défenseur plus mobile, la Gen Z. Sauf que, encore là, deux sens de la patinoire, puis prise de décision, puis long des rampes, je donne encore l'avantage aux milléniaux. Et dans les buts, je donne l'avantage aux milléniaux. Donc, tu sais, centre, défensive, puis gardien de but, on parle de léger avantage, mais avantage clair. Par contre, dans les ailes, je donnerais un petit avantage à la formation Gen Z. Mais pour moi, ce n'est pas assez pour compenser les autres légers avantages. Toujours, je précise bien parce que c'est deux formations qui n'ont juste aucun sens. Là. C'est fou. Mais ça reste que je donne un petit avantage là, à cause de ces points-là très spécifiques. Toi aussi, ton côté, Luc, tu y vas avec Millennium. Écoute, Julien, il dit avec les deux bonnes formations, je tiens juste à vous rappeler que c'est quasiment 190 millions US de masse salariale d'un côté comme de l'autre. Mais oui, non, la Millennial, puis regardez les défenseurs Quinn Hughes, McCall, Bouchard, McAvoy, Petit, mobile, relativement, pas mal plus mobile, mettons, qu'un Morrissey, un Pietrangelo, un Theodore, un Yossi, un Edmund, où est-ce qu'on est beaucoup mais Luc, il a pris Millennial juste à cause de Morrissey. Et de Yossi. Et de Yossi, écoute. C'était la blague que je voulais faire, mais là, j'ai fait, je ferai pas cette blague-là, ils vont en faire pareil. Ouais, c'est sûr. Écoute, il y a du Norris au pied cube à Luc là-dedans. Là. Moi, je gagne des trophées Norris avec cette formation. Ouais, c'est tout du Norris, ça. Là. Mais tu sais, Edmund, Pietrangelo, Theodore, c'est des défenseurs qui sont capables de jouer physique et pas juste un petit peu, qui sont bons pour relancer l'offensive, qui sont bons dans leur zone aussi.
La ligne de centre, Julien en a parlé, mais moi, je m'excuse, mais aussitôt que vous mettez Crosby dans ma ligne de centre, moi, c'est sûr que je le prends bien avant aussitôt, je vais prendre cette formation-là bien avant. Fait que, tu sais, puis honnêtement, Ella Buck, peut-être qu'il choquerait parce que des fois, c'est beaucoup plus difficile en séries éliminatoires, mais je pense que devant le filet, là, c'est clairement un avantage aussi en termes de performance avec Ella Buck et Shesterkin. Ouais, c'est littéralement les deux meilleurs goalers de la Ouais. ligue. Avec Vasilevski. Oui, ben, ce que je serais quand même curieux, parce que ce que je me rends compte, c'est que les trois, et j'imagine les autres personnes à qui on l'aurait posé, les autres gars de l'équipe auraient répondu la même réponse, mais j'ai l'impression qu'on beaucoup de l'expérience de ces gars-là parle pour beaucoup dans notre choix aussi. C'est tous des gars, comme tu disais, Julien, qui ont gagné la coupe pratiquement. Donc, ça fait partie de Mais il y a le côté l'équation. two-way aussi. Parce que je m'imagine, mettons, OK, Macar, Fox, ils font des permutations et tout, mais tu as Hellebuck d'un but, tu as les défenseurs qu'on a nommés à défensive, puis tu as cette ligne de centre-là. Il n'y aurait jamais de problème de marquage, il y aurait tout le temps du monde pour bloquer des shots. Je veux dire, Et voilà. box-out du monde, gagner les batailles selon des rangs. C'est ça l'affaire. Le petit avantage au niveau mobilité que la défensive de la Genesee aurait, mettons, ou peut-être même de l'attaque. Est compensé parce que Il n'y en les a pas de attaquants. problème. Là. C'est ça. Les attaquants vont tu sais, Ketchuk, c'est pas lui qui a la meilleure couverture. Kaprizov non plus. Tu sais, Marner, il est quand même utilisé parfois en désavantage numérique chez les Leafs quand ils sont mal pris. Tu sais, Robertson à haut va jouer un peu en désavantage numérique du côté des Hurricanes, mais Pratt ne joue pas en désavantage numérique, tandis que, tu sais, tu regardes, tu sais, McKinnon pourrait jouer en désavantage numérique sans problème. Crosby peut jouer en désavantage numérique, pas de problème. Barkov joue en désavantage numérique. Point. Ben voilà, Brandon Point, tu sais, Rantanen, Kucherov, c'est de l'offensive, mais tu sais, au moins 6 attaquants que tu pourrais utiliser en désavantage numérique, tu serais complètement à l'aise. En fait, ce que je me rends compte, c'est surtout que tous les joueurs two-way, ou justement, tu sais, je prends l'exemple d'un Barkov qui pendant plusieurs années a été estimé comme étant le joueur le plus sous-estimé de la Ligue nationale. Ouais. On s'entend que dans la génération actuelle, la Gen Z, il y a clairement un joueur qui éventuellement, on va se dire, c'est un joueur sous-estimé qui est two-way, qui va pouvoir prendre cette place-là. Donc, j'ai l'impression que c'est là que l'expérience a un avantage parce qu'on a davantage eu le temps de voir ces joueurs-là se développer et savoir qui compléterait bien qui. Je donne l'exemple de la défensive Gen Z. Pour moi, Noah Dobson va être là longtemps avant Evan Bouchard dans cette équipe-là. Il y a des choix quand même. Je pense qu'on est allé plus avec les points aussi. Là. Oui. Ouais. Je prends Dobson avant Bouchard. Absolument. Donc, mais évidemment, ça serait quand même intéressant. C'est un fun exercice. Oui, on se garde ça pour dans 10 ans pour faire avec la prochaine génération un comparatif, voir laquelle des trois on prendra à ce moment-là. On termine. En fait, le vert ou rouge avant dans mon équipe avec un sujet sur la victoire de Montréal, donc l'équipe féminine qui commencera sa saison cette semaine. La victoire de Montréal terminera dans le top 3 du classement de la LPHF. Donc, évidemment, il y a 6 équipes encore cette saison. Julien, pour commencer. Moi, j'ai dit rouge. J'ai pas aimé leur repêchage. Puis, je sais que, puis même Daniel Sauvageon en a parlé, là, que la Ligue était plus physique qu'elle, ce qu'elle avait anticipé. Puis là, elle a voulu ajouter des morceaux physiques, mais je pense qu'il manque de physicalité. Puis honnêtement, tu regardes le line-up, ça repose sur Poulain, puis Stacy, puis des gardiens. Il y a Ambrose aussi là, qui est quand même pas pire, mais puis là, les meilleurs que j'ai nommés sont quand même assez vieillissantes, là, je veux pas. Là. En fait, c'est ça, c'est sur tes joueurs qui étaient signés avant le repêchage et ton premier choix de la première année. C'est ça. Moi, personnellement, de la manière que l'équipe a été montée, l'année passée, déjà, je n'étais pas tant content. Puis, on a vu qui a tiré l'équipe. Puis, j'ai pas aimé le repêchage non plus. On verra, on va leur laisser, mais on a vu l'année passée, l'équipe de Montréal, c'est vraiment physiquement en série qui se sont fait battre. C'est à cause de ça qu'ils ont perdu, là, littéralement. Là. Fait que, puis, ils sont grossis, oui, puis non. Leur premier choix, c'est une fille de 5 et 2. Là, c'est une défenseur mobile. Puis, oui, c'est le fun, là, mais je sais pas. Puis, là, il y a le cas de Kessel qu'elle ne jouera probablement pas. Ils ont pris un dernier pic avec ça, mais je sais pas. Je suis pas tant excité que ça de l'alignement. Après, il y en a peut-être qui vont step up aussi cette année et tout, mais
quand je regarde une Emi Fecto qui a été pris à New York, c'est comme. Qui était dans ta cour, on va se dire, qui était dans ta cour, qui jouait à Ouais, l'université puis, à on le Paris sait, aux là, c'est un États-Unis. leader, puis là, elle va faire le club cette année. Elle l'a fait, là. Elle est dans le roster, me semble, le principal de ce que j'ai vu, là. Fait que c'est ça, c'est des. En tout cas, j'ai pas été d'accord avec tout tant de choix de la direction, mais regarde, et on va laisser chance aux coureurs, là, mais les craintes que j'avais l'année passée, ils se sont réalisés en série. Puis là, j'ai d'autres craintes. Fait que là, je vais voir, mais évidemment, avec ce que là, je vois, puis je regarde les autres formations, puis je suis pas convaincu, moi, qu'ils vont être top 3. Luc, tu ne crois peut-être qu'ils ne seront même pas top 4 de ton côté? Écoute, il faut que je fasse attention à ce que je dise, puis vous savez pourquoi, messieurs. Fait que je vais essayer de ne pas marcher, de pas casser des œufs. Je suis comme Julien. J'ai pas aimé la séance de repêchage de la dernière année. Moi, d'ailleurs, repêcher Amanda Kessel, puis pas forcer pour essayer de repêcher Fecto à la place, ça, pour moi, c'est inconcevable quand elle a été un élément clé dans les 3 dernières années avec les seniors de l'Université de Concordia. J'ai trouvé ça bizarre. Je vais rester poli. Je trouve, comme Julien, la construction elle a été mal faite, dans le sens où est-ce que tes joueuses protégées, moi, j'ai su que tu aurais pu faire la même chose que tu as fait avec Nathalie Spooner à Toronto. Ces 3 joueuses-là n'auraient pu ne pas être joueuses protégées de ta région, mais si elles voulaient jouer à Montréal, tu aurais pu avoir une clause pour les repêcher à tel échelon, comme Toronto a fait avec Nathalie Spooner. Sachant ça, je trouve ça un peu bizarre qu'on n'ait peut-être pas été avec la même stratégie que Toronto, c'est-à-dire de, par exemple, repêcher Marie-Philippe Poulin au premier tour, Stacey au 2e tour et Debbie au 3e tour, ou dans l'ordre que la Ligue aurait ordonné de repêcher les joueuses et de prendre 3 autres joueuses qui étaient peut-être un petit peu plus talentueuses, qui, elles, n'avaient aucune restriction de jouer à Montréal. Je pense qu'au niveau de la jeunesse, il y a quand même un peu de physique. Tu sais, Catherine Dubois, moi personnellement, c'est une joueuse que j'ai côtoyée avec les Caravans qui est très physique, est capable de donner un petit peu de Sherwood, même au niveau universitaire quand c'était le temps. Je pense ça va être une bonne joueuse avec le style qu'on sent vraiment se diriger au niveau du hockey féminin. Fait que, tu sais, je pense qu'il manque de joueuses physiques, mais il y en a quelques-unes déjà au sein de l'alignement de la victoire. Je me dis, Ottawa semble vraiment avoir une bonne équipe aussi. New York va être meilleur, je pense, que l'an passé, notamment avec le repêchage de Fecto, mais aussi avec Fillier également. Fait que, tu sais, je pense que ça va être pas mal plus serré encore cette année que ce que ça l'était l'an passé. Et c'est peut-être là que je me dis, si on est pour avoir une Poulain qui va manquer 3 semaines, comme ça a été le cas un peu l'an passé, c'est là que ça pourrait faire mal. Je vais aussi y aller avec Rouge. Je pense qu'on va peut-être finir en 4e position. Je regarde un peu ça. Pour moi, Toronto, Minnesota, automatiquement vont être au-dessus de Montréal. Et là, par la suite, comme tu mentionnais, Luc, il y a quelques équipes qui sont améliorées aussi. J'ai bien hâte de voir, mais de mon côté également, je n'ai pas été convaincu par l'entre-saison de l'équipe de Montréal. Mais encore là, c'est un nouveau produit. Donc c'est toujours difficile à juger. Et aussi, il faut prendre en compte cette année, la saison sera plus longue que l'an passé aussi. Donc ça aussi, ça pourrait avoir un impact. Et un impact négatif, selon moi, pour Montréal, sachant que, comme on le disait, qu'on se basait surtout sur les performances de quelques joueurs. Plus la saison est longue, plus ça devient demandant aussi. Les joueurs ne sont pas nécessairement habitués non plus à jouer autant de matchs. Ça peut avoir un impact au final. Je vais rajouter un point, là. Puis ça se peut que je me fasse lancer des tomates ou me le faire reprocher en dehors des zones, pas par vous, messieurs, mais par du monde que je connais. Moi, je tiens juste à dire que quand tu as une entraîneuse derrière le banc en adjointe qui, dans des niveaux inférieurs, fait jouer quasiment 2 lignes lors des matchs, ben, tu en as peut-être une répercussion aussi derrière le banc au niveau professionnel. Fait que déjà là, même si c'est Curry qui est entraîneur-chef, si tu as du monde qui pense d'une certaine façon en arrière du banc, puis qui gère une certaine partie du banc aussi, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut causer problème également. Je me souviens les temps En des série, joueurs. c'était atroce. Mais tu sais, c'est le genre de ça temps. démontrait parfaitement la profondeur que l'équipe avait. Tu sais, Julien, ça, c'est des choses que j'ai vues, moi, puis j'en entends parler encore aujourd'hui, et que ce n'est pas au niveau universitaire. Fait que, tu sais, je Ouais, me dis, si tu es en arrière du banc au niveau professionnel aussi, puis que tu as peut-être la même mentalité, ben c'est sûr que autant que ça va avoir un impact pour développer des jeunes que pour
niveau de performance, tu vas tellement gagner que tu vas sacrifier certaines choses aussi. Puis, tu sais, Daniel, elle s'était fait poser la question après cette fameuse série-là, tu sais, que Boston, bon, c'était quand même assez équilibré les temps, puis que Montréal, c'était n'importe quoi les temps des joueuses en attaque. Là, elle essaie de défendre qu'il y a des unités spéciales. Tu sais, regarde, là, à un moment donné, là, genre, je veux dire, il y a eu autant de, d'unités spéciales de un puis l'autre, puis tu sais, on s'entend, là, c'était pas ça la raison. C'était vraiment. En tout cas, il y a bien des affaires que je vois complètement d'autres équipes de la Ligue, puis je suis comme, OK, ouais, drôle de choix. Mais bon, on verra. On verra. Regarde, c'est ça, on verra. On termine avec le Dans mon équipe et évidemment, c'est inspiré de notre discussion du Dans mon équipe de la semaine dernière. Donc, je rappelle, la semaine dernière, c'était entre Nathan MacKinnon et Nikita Kucherov et tout le monde avait pris MacKinnon. J'ai posé la question à la toute fin, qui aurait pris MacKinnon devant Draisaitl? Et là, tout le monde hésitait, avait une moyenne certitude, si on veut, dans leur choix. Donc, on y va cette semaine. Avec qui choisiriez-vous entre Nathan MacKinnon et Leon Draisaitl? Donc, évidemment, vous voyez le palmarès des deux. Donc, tous les deux ont gagné le Hart et le Ted Lindsay. Un Hart Ross pour Leon Draisaitl la même année qu'il a gagné ses deux autres trophées. Et évidemment, une Coupe Stanley en plus pour MacKinnon qui l'a remporté avec l'Avalanche en 2022. Donc, on regarde au niveau des statistiques individuelles. Évidemment, léger avantage pour MacKinnon en termes de points, mais évidemment, points par match. L'avantage va à Draisaitl. C'est quand même très serré malgré tout. Le différentiel nettement à l'avantage de MacKinnon. Et pour ce qui est des séries éliminatoires, encore une fois, avantage pour Draisaitl pour le nombre de points par match et au niveau du différentiel aussi pour MacKinnon de ce côté-ci. Donc, je vous demande entre les deux, qui choisisseriez-vous? Et je commence avec toi, Luc. Ah, c'est pas fait. Honnêtement, ton choix, il était vraiment difficile. Puis je vais te le dire, Nicolas, c'est le vert rouge de la saison dans mon équipe. Attends, la semaine prochaine, j'ai Morrissey contre lui aussi. Ah, là, je suis dans le chenoute, puis pas à peu près. Je prends MacKinnon, puis la simple et unique raison, c'est que l'échantillon de Draisaitl sans McDavid est pas assez grosse. Si on avait une saison complète de Draisaitl tout seul à Edmonton, j'aurais probablement pris Draisaitl. Mais parce que j'ai pas ça comme échantillon, je vais prendre MacKinnon. Écoute, Draisaitl est probablement dans Gen Z le gars que je trouve le plus qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire qu'on a vu tantôt. MacKinnon, je le prends de justesse parce qu'il faut faire un choix. Puis je pense qu'il. Tu sais, avec Rantanen, Landeskog, ils ont traîné littéralement l'Avalanche Colorado, l'Avalanche Colorado avec des bons supports au niveau offensif. Il y a du leadership. Tu sais, je ne peux pas passer à côté de MacKinnon. C'est ça qui me fait le cœur. Je vais y aller avec Draisaitl de mon côté, mais c'est sûr, il y a le petit attachement des Oilers Edmonton qui rentre en ligne de compte, mais quand même, pour le petit échantillon de matchs, justement, où McDavid était absent au fil des années, dont l'année qu'il a gagné son Hart, que je pense que McDavid avait joué une 60aine de matchs. Draisaitl prend l'équipe sur son dos comme McDavid le fait quand il est présent. Donc, c'est un peu le Malkin au Crosby qu'on a vu dans la génération précédente. C'est un peu la même situation. Je pense que Draisaitl est même encore meilleur que Malkin, probablement. C'est un joueur tellement important pour Edmonton. Puis moi, ce que je me souviens surtout, c'est l'année que, je pense, c'est il y a 3 ans, quand McDavid s'était blessé en série. C'est Draisaitl qui traînait ce club-là. Il était au-dessus de 2 points par match. Les prestations de Draisaitl en série, les éliminatoires, font en sorte que pour moi, c'est le choix entre les deux. Écoute, je ne savais pas justement si c'était le genre de joueur qui allait se présenter dans ces moments importants-là. Et on l'a vu, ça avait été tout simplement incroyable. C'est un joueur physique, dur à affronter. Il prend beaucoup plus de mise en jeu aussi que Connor McDavid à Edmonton. C'est un joueur, j'aurais été curieux de le voir justement signer ailleurs. Quoique je suis curieux de voir si McDavid va rester à Edmonton, ça aussi c'est un autre sujet, mais de pouvoir le voir avoir son équipe, à quel point il sera encore plus dominant. Donc pour moi, j'y vais avec Draisaitl, quoique on en a parlé la semaine passée, mais MacKinnon reste l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de la Ligue nationale malgré tout. Donc ça reste un choix très, très serré. Donc, Julien, on te garde pour la fin pour séparer le gagnant de mon équipe cette semaine. Qui choisis-tu de ton côté? Eh oui, parce que j'ai pas mis Nicolas au courant par exprès.
Je vais aller avec McKinnon parce que durabilité au niveau des blessures. En série, entre autres, Draisaitl, justement, je pense qu'il pousse beaucoup, puis c'est bien correct. Là. Mais McKinnon, c'est qu'il y a une switch que s'il décide qu'il va compter un but en traversant tout le monde, il peut le faire. Il a ces aptitudes-là. Draisaitl va faire plein de points puis il peut rendre tout le monde très bon. Là. Mais McKinnon, là, c'est juste un train. Là. C'est un train rapide. Puis je te dirais qu'il est moins bien supporté à l'attaque que Draisaitl, dans le sens qu'il y aura une planète, ça c'est correct. Cricket. Ouais, écoute, Draisaitl a McDavid. Ouais, il y a McDavid, Hyman, Nugent Hopkins, Ouais. il y a un peu plus de. Hey, écoute, si tu me demandes quel top 6 tu prends Oh, oui. en. Ouais, tu sais, Ah, ben c'est quoi, écoute, l'Avalanche, ça s'en vient pas Je si sais mal, pas. là, avec Je Middlestat sais qui s'est pas. Moi, rajouté, je prends les Conan. Lekonen. Moi aussi, dans mon top 6, là. Ah, moi, je prends Hyman avant des Collins. Parce que dans le sens, c'est comme le plombier, mais qui produit, mais qui n'est pas tant supposé de produire, mais vu qu'il joue avec des bons joueurs, puis que c'est un joueur travaillant, puis qui est bon des deux sens, puis qui va chercher des rondelles, il fait quand même beaucoup de points, mais Hyman est encore meilleur. Mais en même temps, il Ouais. joue aussi avec McDavid. Ouais, c'est bon. Voilà. Mais ça reste que pour moi, puis on pourrait dire McKinnon joue avec McCarr. Là. Mais ouais, je prends McKinnon. Puis il l'a fait. Il peut dire qu'il l'a fait. Puis je sais que là, écoute, ils ont pensé à un but, 2 buts, en fait, de le faire aussi. Là. Puis je sais que Draisaitl était diminué de beaucoup. Là, puis il a quand même livré des performances assez. Dans l'optique où c'est qu'il y avait des bouts de corps brisés. C'est quand même solide. Là. Mais ça reste que dans l'imaginaire puis dans ce que j'ai vu à date, mais je ne dis pas que Draisaitl ne le fera pas, je vais prendre McKinnon. Et aussi, c'est niaiseux, mais il y a une petite partie salariale quand même, parce qu'à 14 millions versus 12,6, il y a quand même 1,4 de différence. C'est ça. Mais, puis, en tout cas, c'est ça qui est ça. Voilà. Ben, moi, je veux juste dire que la proposition d'échange qu'on avait entendue du Canadien en 2016 pour Draisaitl, à l'époque, je l'avais déjà dit, je la fais demain matin. En 2016, je le disais encore, je le disais déjà, faites cette transaction-là tout de suite. Ouais, ben bon, écoute. Ça n'aura jamais eu lieu, malheureusement. Il y en a beaucoup des transactions qu'on aimerait revoir ou espérer qu'ils se concrétisent finalement.